Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous ne sommes pas le mercredi, il n'est pas 18h, mais le CPP est diffusé à 18h le mercredi. Enregistré aujourd'hui le mardi pour des raisons de déplacement. Donc on n'a pas trouvé de solution pour l'animation de déplacement à l'étranger, cette fois-ci du présentateur, mais à coup pas. L'essentiel étant que nous pouvons débriefer l'actualité de la semaine, comme chaque semaine ensemble. Et cette semaine-là, il y a aussi encore, comme les derniers numéros, une actualité bien chargée. Alors pour animer ce numéro avec nous, Hassan Wali. Hassan, bonjour. De retour d'Estonie. Bonjour. Qui a perdu en cours de route un certain Khaldrani. Ouais, on revient d'un petit pays, mais on remplit d'images et de belles images. De belles images, les pays baltiques, oui. Une forme de Scandinavie en gestation. Abed Sharif, bonjour. Bonjour. De retour de Endefla. Oui. Alors, c'est pas la Scandinavie. C'est beaucoup mieux. Moi, je suis prêt à le croire. La mercuriale de Endefla est tentante. Tel que publié par Abed Sharif. On ne sait pas s'il n'exagère pas. Mais... Abed Sharif qui râle contre la qualité de la vie à Alger, on serait presque d'accord avec lui. Aman Iglashen, bonjour. Bonjour. De retour de CIC. Tout à fait. Tout à fait. Haukama africaine, l'entreprise. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Saïd Jafar, bonjour. Bonjour. Saïd Jafar, de retour des Sablettes. Oui, en général, oui. Voilà. Alors, on va traiter d'une actualité toujours aussi chargée, avec une composante qui évolue. En deuxième partie d'émission, Akram Khalil va nous rejoindre pour parler d'une actualité plus brûlante cette semaine, c'est notamment celle de l'ANP. On va continuer à parler aussi de ce qui se passe à la tête de l'ANP. Alors messieurs, on va démarrer par le sujet habituel. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Une image, un fait, un incident, un fait personnel déjà parfois. Voilà. Saïd? Le mouvement des retraités de l'armée qui étaient là à Alger. Il a fallu déployer des moyens très lourds pour les empêcher d'accéder à Alger, avec un problème qui reste pendant, qui n'est pas résolu. Et ça m'a frappé parce que quand même nous sommes à 2 semaines du 30e anniversaire du 5 octobre, du grand dérapage, comme dirait Abed Sharif. Il y a plein de mauvaises images, mais je préfère une toute fraîche, une bonne. C'est la rencontre avec Zoubida Assoul que je revois avec plaisir. Ça fait 2 ans que je l'ai pas rencontrée comme ça. C'est une très bonne amie. Son discours m'a un peu m'a fait plaisir parce que je la trouve très dynamique, très optimiste, et là elle porte un grand rêve pour ce pays. Ça me fait plaisir. Complètement. Voilà. Si je devais donner mon image de la semaine, j'aurais donné la même chose. Juste une information pour nos amis auditeurs. Zoubida Assoul, qui était notre invité à Radio M aujourd'hui pour Offshore, ça sera diffusé aujourd'hui à 18h, aujourd'hui mardi à 18h. Mais vous pouvez pas le savoir parce que l'émission est diffusée le mercredi. Vous pouvez aller sur les podcasts, ils seront en ligne au moment où cette émission est diffusée. Abed Sharif, l'image de la semaine pour toi. C'est pas exactement une image de la semaine. C'est un ami qui m'a demandé de parler d'un scientifique qui vient de disparaître, Hamoud Jallet. Et ça me rappelle un événement qui a eu lieu cet été. C'est l'Institut Pasteur qui a publié un faux concernant la source du foyer de choléra en été. L'Institut Pasteur a publié un faux concernant la fameuse source de Hamar al-Ain. Ça me rappelle un médecin célèbre qui a publié un autre faux quand le président Bouteflika a eu son AVC,
Si vous vous rappelez, on a eu un communiqué parlant d'un accident ischémique transitoire sans séquelles. Alors, voilà ce rapport de l'Algérie à la science et l'attitude de ceux qui sont supposés être les scientifiques dans ce pays. C'est terrible. Voilà. On peut être que d'accord. Hassan Wali. Moi, forcément, je vais parler d'Estonie. Je passais 10 jours là-bas. Le retour sur terre algérienne est perturbant. Voilà. Donc, moi, j'ai été frappé par ce petit pays de 45 000 km², 1 300 000 habitants, sorti du néant soviétique en 1990. Au bout de 25 ans, il devient le premier État digital au monde, où tout est numérisé, où le papier a disparu dans l'administration publique. Il fait gagner à l'économie du pays 2% du PIB, c'est l'égal du budget du ministère de la Défense. Et c'est un pays qui permet à des étrangers de toute nationalité de devenir résidents. Résidents, c'est-à-dire ils sont plus dans le voilà, et ils sont plus de gouvernement, ils ont dépassé ça, ils sont de résidents, c'est-à-dire un Algérien peut devenir résident virtuel estonien, il peut ouvrir un compte dans une banque, il peut ouvrir une entreprise là-bas, ça permet à un Algérien de faire des affaires en Estonie. Oui. Et donc l'Estonie, pour les Algériens, ce n'est pas que les hôtesses de Sauvac d'une certaine édition du salon de l'automobile dont tous les visiteurs du salon se souviennent. Ce n'est pas que ça. Voilà. C'est pas que ça, c'est important. Oui, ça, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie par rapport à la numérisation. Alors, messieurs, quelle mouche a piqué Bernard Bajolet? Bernard Bajolet, ancien ambassadeur à Alger pendant quelques temps, récupéré pour diriger la DGCE sous Nicolas Sarkozy, reconduit par le président François Hollande, parti donc ils sont tombés avec la droite et à la gauche, qui est resté dans les papiers d'Emmanuel Macron et qui a sorti un livre accompagné d'un entretien dans lequel il dévoile son expérience d'ambassadeur à Alger. Et ce n'est pas folichon, c'est pas coton puisque il dit des mots que nous connaissons par rapport aux entrepreneurs en Algérie, des capitalistes d'État qui émargent surtout aux politiques et qui sont drivés par les services. Et puis cette phrase assassine parle pas du président maintenu artificiellement en vie, parce que lui il est parti d'Alger depuis longtemps. Il peut pas épiloguer là-dessus, mais on peut deviner que c'est le cas. La corruption touche le sommet de l'État, touche le chef de l'État, ses proches. Donc crise entre Alger et Paris. Quelle est la première réaction que cela vous, donc question bateau pour ouvrir le débat, que cela vous inspire? Saïd? Écoutez, la première chose que ça m'inspire, c'est en fait la perpétuelle supériorité d'une démocratie sur une dictature. Une démocratie, en France, c'est une démocratie, même si elle est imparfaite, permet à un chef des services de dire des choses qui peuvent être l'expression de ce que pense le régime, mais en même temps, comme c'est une démocratie, le régime peut dire non, c'est juste la liberté d'expression. Et donc, la démocratie permet cette ambiguïté vis-à-vis d'une dictature même molle, qui permet de la prendre de haut, etc. Et c'est pour ça que ce que dit Bajolet n'est pas bon pour le régime, mais il est déplaisant aussi pour nous, de manière plus lourde. On est toujours dans cette situation où on est en fait le sous-développé de l'autre, celui qu'on regarde de haut, et c'est la faute à notre régime. Il faudrait quand même qu'on... Mais voilà la réflexion que ça m'inspire au tout début. Au tout début, on peut noter quand même, pour ne pas faire de l'Algérie bashing, que cette démocratie et liberté, autonomie de la société civile existe aussi, parce que en Algérie, les supporters du SMA peuvent dire Saddam Hussein, Djishab Ma'ak Saddam Hussein, et le gouvernement algérien peut dire c'est pas ma position, c'est la position des supporters de l'USMA, ce qui n'est pas la même chose. Non, le général Toufir ne dira pas ce que dit Bajolet. Il n'a pas cette liberté.
On parlait de la démocratie. Mais c'est vrai que le général Touver et la démocratie, ça fait quand même... Ça fait beaucoup. En fait, moi, je pense que Bajoli n'a absolument rien dit de particulier. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses que nous connaissons depuis des années, que nous disons, que beaucoup d'Algériens disent, sans qu'il y ait une quelconque réaction d'une part ou d'une autre. Ce qui est peut-être particulier, c'est le fait qu'ils le disent. Et en tant qu'ancien patron de la DGSE, ça a un sens. Ça exprime d'une manière ou d'une autre une position plus ou moins officielle de l'État français. Ça veut dire aussi que quelque part, il n'y a pas un consensus total sur le cas Algérie en France. Mais du côté algérien, ce qui me fait mal, c'est que ce que disent les autres de nous est toujours plus important et vaut toujours plus que ce que nous disons nous-mêmes de ce qui nous concerne. Tout ce que nous faisons dans ce pays, nos écrivains, ce sont les Français qui décident s'ils sont bons ou mauvais. Nos artistes, c'est la même chose. Nos hommes politiques, c'est la même chose. Nos chefs d'entreprise, c'est la même chose. Maintenant, même dans la spéculation, les spéculations qui nous viennent d'ailleurs sont plus intéressantes. Ça veut simplement dire que après plus de 50 ans, on n'a pas réussi à établir une certaine souveraineté morale de l'Algérie. L'Algérie, moralement, reste très dépendante de l'extérieur, tout particulièrement de la France, parce que, à vrai dire, sur le plan politique, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. La spéculation qui touche le cercle du chef de l'État, c'est quelque chose de... C'est une spéculation, c'est pas une spéculation, ça. Écoute, moi ce que je retiens, je veux quand même retenir un élément positif dans tout ça. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. L'élément positif, c'est que la déclaration de Bajoli exprime en fait une sorte d'exaspération d'un partenaire important de l'Algérie vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays. Macron avait une vision, il avait des projets pour cette région de l'Afrique et de la Méditerranée, et en face de lui, tout est figé. Et donc, Bajoli exprime cette exaspération, et le fait qu'il l'exprime, ça veut dire que l'Algérie a quand même une marge d'autonomie dans sa décision, qu'elle peut dire non, qu'elle peut le dire de manière elle le fait mal, elle le fait pas peut-être avec les bons moyens, mais on se rend compte que l'Algérie a une vraie autonomie de décision. Elle peut ne pas suivre la France et les États-Unis sur le Mali, sur la Libye, sur des tas de questions, sur la Méditerranée, sur les migrants. On sait que l'Algérie a une position différente et elle est là. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, pour le reste, moi, ce que je retiens de l'été 2018, c'est que le pays est tellement figé à l'intérieur que seul l'Iyad al-Khariji, à la main de l'étranger, peut un petit peu bousculer les choses. Il faut se rappeler que l'histoire de la drogue, de la cocaïne, je mets les guillemets, c'est la main de l'étranger. L'information est venue de l'extérieur. C'est cette information-là qui a provoqué un séisme dans tout un pan de l'appareil sécuritaire du pays. Et là, la déclaration de Bajoli, il nous dit que le président Bouteflika est maintenu en vie de manière artificielle. Il nous dit ce que on essaie de nous dire le groupe des 19, donc ça fait 2 ou 3 ans, le groupe qui voulait voir Bouteflika pour vérifier est-ce que c'est lui qui exerce le pouvoir ou pas. Bajoli nous dit publiquement, ce n'est pas Bouteflika qui exerce le pouvoir. Donc là, on a une déclaration. C'est pas n'importe qui, c'est le chef des services de renseignement français. Bouteflika a été soigné dans l'hôpital des armées françaises. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît bien le dossier médical du président Bouteflika, c'est Bernard Bajoli. Ce type-là nous dit, ce n'est pas Bouteflika qui exerce le pouvoir. Ça veut dire que depuis 5 ans, nous vivons dans un pays où le pouvoir est exercé de manière informelle. Là, c'est pas très joli.
Et le pouvoir exercer de manière informelle, c'est une confirmation de plus, Hassan. Absolument, je pense que le pouvoir, son gouvernement se sont installés depuis longtemps dans l'informel politique. C'est que on sait que la décision politique toutes les décisions politiques sérieuses ne se prennent pas dans l'endroit où elles devaient se prendre. On sait que les instruments d'exercice du pouvoir, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les ministères, les différentes institutions ne sont que des façades. Ça se décide ailleurs, et c'est tout le drame, c'est ce qui bloque le pays, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir n'ont pas la responsabilité, ceux qui ont la responsabilité n'ont pas le pouvoir, et ça crée un blocage. Ce que vient de dire Bajouli, c'est intéressant de lire le livre parce que il consacre à l'Algérie quelques des pages. Il est en vente en Estonie? Non, il n'est pas en vente en Estonie, mais j'ai pu lire quelques passages. Il dit plein de choses intéressantes sur la Syrie, par exemple. Il nous raconte un peu comment il a connu Bachar al-Assad, qu'il n'était pas du tout porté sur la politique. Il dit comment nous, en tant qu'État français, s'est trompé sur ce personnage et tout. Il nous dit beaucoup de choses sur l'Afghanistan, il était ambassadeur là-bas. Il dit beaucoup de choses un peu sur le gaullisme. Il dit beaucoup. Lui, il faut rappeler juste que il a fait son stage à Alger au même moment que François Hollande, des années 70. Ils se connaissent bien. Et pour aller dans le sens de ce qu'a dit Ingrachen, mais pas tout à fait la même chose, c'est à quel point on se détermine par rapport à ce qui se dit en France. Bajouli est un haut fonctionnaire français, il était ambassadeur et puis patron de la DGSE. Dans la tradition politique, intellectuelle française, les responsables, quand ils sont plus en exercice, ils écrivent leur mémoire. C'est une tradition, c'est une culture dans ce pays. Et parce qu'on veut laisser des traces, parce qu'il y a de la transmission, ça permet à des étudiants à Sciences Po de prendre le livre de Bajouli, de l'étudier, de faire des expositions sur ça. Ça permet de forger des opinions sur un certain nombre de questions françaises et internationales. Je ne pense pas que ce livre s'inscrit dans un agenda politique français en rapport avec l'Algérie. Ça ne s'élabore pas de cette manière-là. Je pense que les relations franco-algériennes ou algéro-françaises sont plus importantes que les deux pages de Bajouli consacrées à l'Algérie. Les pages consacrées à tout de même, attendez. Je peux quand même nuancer quand tu dis on se détermine. Officiellement, il n'y a aucune réaction. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est on a des commentaires dans les réseaux sociaux, etc. Mais ni le pouvoir ni l'opposition n'ont réagi à Bajouli. Il faut quand même mais je parle pas du je parle pas pour ce cas précis, je ne parle pas de l'État algérien ou du gouvernement. Je parle de nous tous. C'est-à-dire ce qui se dit en France, souvent est important, mais comme des Ammar, quand c'est un Algérien qui le dit, c'est un fait banal. Oui. Et c'est important quand il dit des choses qui soient pas banales. Essayons de dire au CPP, au Café Presse Politique, des choses qui soient pas banales. Je relance juste une question précise. Messieurs, est-ce que ici on a soutenu que le 5e mandat était Hacha Hassan, qu'il était en route, et que le président, dans les dernières nominations, à la tête de l'armée, etc., tenait la main, même si le bras armé de ce qui se passait, c'est quand même Saïd Bouteflika, son frère. Donc moi j'ai une information selon laquelle, ça doit faire l'objet d'un article, Abdelaziz Bouteflika n'a pas prononcé le moindre mot devant Angela Merkel. Pas le moindre mot. Il a hoché la tête, il a réagi à l'interprète, mais il n'a pas prononcé le moindre mot. Une autre information selon laquelle Macron, le président français, a parlé au téléphone avec le Premier ministre, il n'a pas parlé avec le président de la République, et on s'en doutait un petit peu. Est-ce qu'on ne s'est pas finalement un peu aussi trompé quand on ajoute l'information Bajouli, parce qu'on veut partir quand même de ce que nous avons en direct ici, on ne s'est pas un peu trompé sur le niveau de délégation que Bouteflika, qui doit quand même savoir qu'il est président, savoir qu'il est Premier ministre, j'espère, qu'il donne à son frère, parce que bon, ça passe par son frère, on va pas aller chercher, il n'y a pas d'autre cercle concentrique tout de suite, ça passe par son frère. Est-ce que tout simplement, c'est pas Saïd Bouteflika qui est en train de prendre toutes les décisions? Tout simplement. Ça, écoute, ce que je disais tout à l'heure, depuis un certain temps, le pouvoir est exercé de manière informelle.
Pendant la période où le général Toufiq était encore en poste, on pouvait dire que il y avait une espèce de répartition du pouvoir entre Gaïd Salah, Toufiq Mdiane et le cercle autour de Bouteflika. Le départ de Toufiq Mdiane a fait disparaître un pôle de pouvoir. Et Gaïd Salah s'occupe de ce qui est interne à l'armée. Visiblement, il gère, il a une très large autonomie pour gérer l'armée, mais uniquement de ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Pour le reste, jusqu'à un certain temps, on disait les ministères ne représentent rien, ne font rien, etc. Façon de parler. En fait, on savait que les choses étaient gérées par les réseaux du DRS. Aujourd'hui que Toufiq n'est pas là, que le DRS a plus ou moins changé, qui gère ces réseaux, qui exerce les pouvoirs, qui prend les décisions. Et on se retrouve dans une situation plutôt où le pouvoir est dilué, alors qu'il y a une décision centrale qu'il faut prendre, c'est l'application de l'article 102, et cette décision, personne ne peut la prendre. C'est le nœud de tout le problème de l'Algérie. On peut rappeler l'article 102. C'est déclarer que le président de la République est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Qui va prendre cette décision? On se rend compte qu'il n'y a aucune structure, aucune institution capable de le faire. Et donc, ça va encore continuer à gérer de manière informelle. Le 4e mandat a été réalisé dans des conditions totalement impossibles, et pourtant il a été fait. Le 5e mandat, c'est encore plus impossible et encore plus absurde. Mais quel est le degré de l'absurde qui devient insupportable? Le degré 80 ou le 85 ou le 87? Une fois que tu as franchi, une fois que tu as mis de côté la norme, la logique, ce qui est raisonnable, tu peux aller où tu veux, tu peux faire du Caligula. Voilà. C'est ce que je voudrais, pour répondre à ta question, est-ce qu'on s'est trompé? À mon avis, non. On n'a pas cessé de le dire depuis le 4e mandat que le pouvoir n'est pas exercé, du moins pas totalement. Il y a des moments où le président doit être un peu lucide, mais de moins en moins. Mais ce que nous révèle, ça, c'est ce que tu as dit sur Merkel, etc. C'est juste, ça conforte la manière dont les régimes occidentaux traitent l'Algérie. C'est l'enfant malade du Maghreb, hein, voilà, et on le gère comme ça. Faut pas trop le brusquer parce que ils ont des appréhensions sécuritaires, et donc ils composent avec ça. Ils vont pas décider à notre place de ce qui doit être fait. Tant que le régime algérien tel qu'il est ne perturbe pas leur ordre, tant qu'il maintient, il fait le boulot sur les migrants, pourquoi voudrait-il que... Voilà. Donc Merkel... Là, il faut supposer que la déclaration de Bajolé exprime, j'ai dit tout à l'heure, une exaspération vis-à-vis de certaines choses qu'on souhaitait l'Algérie voir faire et qui ne sont pas faites. Et on commence à se dire que finalement, ce pays qui est figé de cette manière, ça commence à devenir un handicap pour certaines choses qu'il faut faire. C'est une hypothèse. Moi, je pense que Bouteflika, c'est un peu l'expression d'un équilibre interne du système. Le système, le même qu'on a depuis la Révolution, à vrai dire. Cet équilibre peut parfois être précaire et qu'un clan prenne le dessus sur un autre, mais il est permanent. Il se reconstitue très facilement, et dans ce jeu-là d'équilibre, la personne du président n'est pas très très importante. Le système s'accommode des profils. C'est un peu comme un citron, on le serre et puis on le jette. Bouteflika, il se trouve qu'il a trop de jus et il a tardé à la tête du système. Le système s'accommode, il se conforme à son profil. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est que ce système-là qui nous étouffe,
est le même. Avec ou sans Bouteflika, ce système sera toujours là. Et c'est ça ce qui me dérange. Quant à ce que raconte Bajouli, moi je ne pense pas du tout que la France ait un problème avec le système actuel. Moi je pense que contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, l'Algérie est un facteur stratégique dans le développement de la France. Quand la France élabore son plan, le gouvernement français élabore son plan d'action, il intègre l'Algérie comme étant un de ses départements. Parce que l'essentiel de ce qui se fait sur le plan économique en Algérie intéresse tout le monde sauf l'Algérie. L'Algérie aide tout le monde sauf elle-même. Ouais. Alors juste quand même, on peut discuter ce que vient de dire Amar, mais pour te reposer la question, si tu as souhaité reprendre la parole tout de suite, Abed, qu'est-ce que l'Algérie, dans l'agenda français, aurait dû faire et qu'elle ne fait pas, qui serait exaspérant pour la France? Écoute, ça serait, on n'a pas toutes les informations, ça serait trop long à dire, mais moi je voulais faire un commentaire ce qu'a dit Amar Angrachen sur le système politique qui est là depuis la Révolution, avec une différence. Le système politique algérien décidé. Là, il n'y a pas de centre de décision. Donc le système a énormément changé. Vous savez, à propos, on raconte que après le 19 juin, Boumediene a envoyé un petit groupe de gens demander à Bentobel de faire une déclaration de soutien au coup d'État. Et donc Bentobel a dit, mais pourquoi vous avez besoin de moi? Ils ont dit, parce qu'on a besoin de soutien, etc. Quand vous avez pris le pouvoir, vous assumez le pouvoir. Il y a eu une petite discussion, قال لهم أنا كي كنت عندي le pouvoir, رمضان حبسته. J'assume, je prends le pouvoir, j'assume. Donc là, on a un pouvoir, on a un système qui est là, mais où est le pouvoir? C'est des concepts différents, des choses différentes. Là, on a un système qui ne décide pas, qui est dans l'incapacité de décider parce que il y a une espèce de partage implicite des territoires, mais personne ne va sur la décision centrale qui est primordiale dans le système algérien. Pour ne pas choquer nos amis auditeurs, ou pour les choquer d'ailleurs, quand tu dis Ramadan, tu penses à Abban Ramadan. Non, Ramadan, Siyam. Il a assumé. Et il a assumé. C'est important. Oui. Sur la question du système et des hommes du système, ou de l'homme central du système. C'est qu'un système politique, ça prend quand même évolue sur une longue période, hein, c'est pas, mais il ne faut pas dire que ça ne sert à rien de changer le Bouteflika tant que le système dure. C'est à mon avis. Je sais, je ne rebondis pas sur ce qu'Ingrachen vient de dire, mais la question du cinquième mandat, moi je l'inverse toujours. Pourquoi un cinquième mandat? Il va finir, il va boucler un quatrième mandat à blanc, où aucune décision stratégique n'a été prise. Tout a été verrouillé et la désintégration a atteint le sommet du pouvoir politique. On ne sait plus aujourd'hui où se situent les centres de décision. On savait que le rôle que jouait le DRS, le général Tawfiq à sa tête, c'était un État sérieux dans un autre État. C'est-à-dire avec ses instruments, avec ses hommes, il agissait, il contrôlait la société de manière générale et la société politique. Et il se fixe, ce centre se désintègre et c'est tout le pouvoir qui se retrouve dans une précarité avancée. Aujourd'hui, on est incapable de prendre une décision sérieuse pour le pays. On joue à la semaine. On gère à la semaine. On va terminer avec une question. Tu seras le premier à y répondre parce que tu as la parole. Est-ce que, après la déclaration de Bana Badjolé, parce qu'on surdétermine les propos qui viennent de France, l'idée d'un coup d'État militaire, d'un coup d'État médical, en fait, qui n'est pas tout à fait un coup d'État, parce que on est dans la configuration de l'article 102. Le coup d'État, c'est d'avoir maintenu Bouteflika, c'est pas l'inverse. Est-ce que, une action qui désamorce Bouteflika médicalement redevient à l'ordre du jour? Moi, je pense pas que c'est qu'on le débranche. Je ne pense pas que ça se passerait ainsi, mais je suis pas d'accord du tout avec. C'est pas la question de ça. Non, aussi de dire que il s'agit pas de. C'est Saïd Bouteflika qui a le pouvoir. C'est jamais une personne qui détient le pouvoir dans un système politique aussi complexe comme le nôtre. Je peux dire aussi que les Saïd Bouteflika et tous les autres, ils ne sont pas dans une situation confortable aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, Hassan, on pourrait ne pas trouver de médecin pour faire la même déclaration que le médecin de 2014 pour dire que Bouteflika est apte. Mais à quoi va servir un cinquième mandat aujourd'hui? Ce n'est à pousser encore le pays dans l'inconnu. Nous sommes déjà un pays adossé au vide. À quoi a servi le quatrième mandat? Mais je dis à quoi le quatrième mandat a servi? Attendez, si vous prenez la parole, c'est pour répondre à ma question, pas à celle de Hassan. Ma question c'était, est-ce que vous pensez qu'après ce qu'a dit Bajolé, maintenu en vie artificiellement, est-ce que ça remet en voilà. Ma réponse c'est je pense que les gens un peu, que s'il reste beaucoup au sein du pouvoir, les gens sérieux pensent à une sortie par le haut, parce que sinon ça serait mortel pour tout le monde. La déclaration de Bajolé a conforté Bouteflika. On verra en deuxième partie d'émission si c'est le cas, parce qu'on va parler quand même de l'autre partie de la déclaration de Bajolé, le grand dossier de la corruption en Algérie. On se retrouve tout de suite dans 2 minutes. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Amis auditeurs, le CPP est de retour, la deuxième partie du CPP. On continue de dérouler le livre, entre guillemets, les 10 pages consacrées par Bernard Bajolé, ancien ambassadeur de France à Alger et ancien patron de la DGSE. 10 pages consacrées à l'Algérie, dans lesquelles il y a des affirmations qui ont fait beaucoup de bruit cette semaine. On a parlé de la première partie de ces informations. Le président Bouteflika a maintenu en vie artificiellement. On a essayé de échanger autour de ce que ça pouvait impliquer politiquement et dans ce projet du cinquième mandat. Dans la deuxième partie du CPP, on va s'intéresser à l'autre volet des déclarations qui nous intéresse. C'est celui de la corruption qui a touché le sommet de l'État. C'est encore une fois le patron de la DGSE, l'ex-patron de la DGSE et ex-ambassadeur de France à Alger qui l'affirme. C'est assez spectaculaire parce que ça fait pas longtemps qu'il était à Alger. Alors, il se trouve que dans la même semaine, on a la condamnation de Farid Bjaoui et de Omar Haboul, qui est un peu l'argentier du clan présidentiel dans l'affaire Saipem. On s'en attendait depuis longtemps cette condamnation-là. Alors je commence par plutôt cette question. Est-ce que finalement la tentative du président Bouteflika avec cette opération de guillemets main propre liée à la cocaïne, liée aux généraux, etc., ne tombe pas à plat dès qu'on évoque Chakib Khalil, qui est toujours protégé, alors que tout indique qu'il est la personne qui a permis à Farid Bjaoui de toucher 197 millions d'euros en 5 ans de la part de Saipem. Oui, moi je pense que la lutte contre la corruption en Algérie n'est pas du tout crédible dès lors que Chakib Khalil circule toujours en liberté. Farid Bjaoui, on le sait, il avait un rapport direct avec Saipem, donc c'était à la justice italienne de traiter son affaire, mais le cas Khalil, non, Khalil n'a pas eu de rapport direct avec ENI, donc c'est à la justice algérienne de prendre en charge son cas. Elle ne l'a pas fait. Elle a essayé de le faire à un moment donné. Ça a été bloqué d'une façon très politique et assumé publiquement. Ça veut dire que quand il s'agit de toucher aux pontes du système,
il est hors de question de franchir. Chakib Khalil a cessé d'être un pont du système à un moment donné, puisqu'il était en fuite, il n'a même pas pu venir assister en 2012 au décès, à l'enterrement de sa maman. Je continue à croire que Chakib Khalil constitue une voie de recours pour le système, pour les présidentielles. Il y a ce qu'on appelle en sciences de la communication. Après le procès de Milan? Même actuellement, il est toujours candidat potentiel. J'explique. Il y a ce qu'on appelle en sciences de la communication le paradoxe de Moore. Le paradoxe de Moore, consiste à communiquer par les paradoxes. Je suis un handicapé, donc je suis le seul qui peut aider l'Algérie à se relever. C'est jouer sur les paradoxes. Je suis l'homme le plus sale, donc je suis celui qui peut laver le pays. Et Chakib Khalil est une pièce maîtresse dans ce type de communication par le paradoxe du système algérien. Je pense que c'est une voie de recours sérieuse. Moore. Le paradoxe de Moore. Le paradoxe de Moore. Oui, messieurs. Il a été effectivement le candidat potentiel de l'après-Bouteflika jusqu'à 2010. Donc quand il y a eu l'affaire Sonatrach, l'hypothèse Khalil s'est affaiblie. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement la main que donnait Bouteflika à Khalil a fonctionné à fond, hein, mais il a été rattrapé par la main de l'étranger, comme dirait Abed Cherif, avec l'affaire Saipem, qui, rappelons-le, a été déclenchée par la justice italienne. Et cette affaire-là continue à peser sur lui. C'est vrai que Chakib Khalil continue à être présent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs en développant un discours anti-français, hein, soi-disant pour se positionner dans cette histoire-là. Mais effectivement, l'opération de blanchiment de Chakib Khalil n'a pas fonctionné dans l'opinion. Autant rien, c'est-à-dire à chaque fois que Khalil sort, vous avez des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont virulents. Voilà, donc candidat potentiel à la présidence après Bouteflika. Juste un mot pour préciser le débat, pour aller dans le détail, messieurs. La justice italienne devait répondre à une question essentielle. Est-ce que les 197 millions d'euros touchés par Farid Bjaoui était le fruit de son travail en tant que consultant, agence consultant, accompagnant Saipem en Algérie pendant 5 ans. Il lui a permis de gagner 8 milliards d'euros en contrat. Ou est-ce que c'était le fruit d'une opération de pot de vin? C'était ça la question principale. Et la condamnation à 5 ans de prison ferme de Farid Bjaoui, 5 ans et 4 mois, répond en fait positivement par c'est un pot de vin, ce ne sont pas des honoraires qui sont liés au travail. D'ailleurs, je signale que 5 ans des honoraires, j'ai fait un petit calcul, il faut mettre Messi, Ronaldo, Neymar, etc. plusieurs mois ensemble dans la même masse salariale pour obtenir ce montant. Donc c'est juste pour dire que quand même nous avons symboliquement une condamnation directe de Chakib Khalil à travers ce qui vient de se passer à Milan. Qui veut répondre? Pour venir au cas Khalil, il a été aussi, d'une manière ou d'une autre, condamné par la justice algérienne. Rappelez-vous, le procureur d'Alger avait lancé un mandat d'arrêt international contre. Ça, c'est pas une condamnation. Oui, mais je dis d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire de lourds soupçons pesés sur Chakib Khalil. J'ai eu 2 mandats d'arrêt. Voilà. Et après, c'est vrai que à chaque fois qu'on essaye de noyer un peu ces questions, de les détourner, on va dire c'est des règlements de compte, c'est commandité par tel ou tel centre de Là, c'est plus le cas, c'est la justice italienne. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que Sonatrach a mis en place un système qui permettait à des intermédiaires de gagner beaucoup d'argent. C'est pas des commissions mais c'est des pots de vin. Ils ont mis en place un système de marché de gré à gré qui atteint je pense le chiffre de 3000 marchés donnés de gré à gré. On se retrouve les enfants de Khalil lui-même, le PDG de Sonatrach, ses enfants, et il se trouve que en lançant un mandat d'arrêt international contre Khalil, c'est une quand même accusation sérieuse, c'est-à-dire c'est une condamnation avant l'heure, et il était quand même interdit de rentrer en Algérie.
Oui. Je viens de rappeler que son opération de blanchiment, ça n'a pas du tout fonctionné. Et Khalil, ça ne fonctionne pas par les paradoxes ou tout ça. Je pense que alors ce qu'il faut, j'insiste sur un élément. Khalil n'est pas un homme puissant du système. Il se trouve que ce que démontre l'affaire des généraux, la cocaïne et tout ça, les Hamel et tout, c'est que les situations de puissance n'existent pas réellement dans ce type de système. On peut être aujourd'hui un sérieux prétendant avec les pleins pouvoirs, mais demain on tombe comme un fruit pourri. Une seconde, je voudrais avoir l'avis de Abd Shelf. Est-ce que, parce que quand même, c'est quand même spectaculaire. Enfin, je le répétais la semaine dernière dans le CPP. Il y a 5 ans, c'était l'armée qui était à l'offensive avec le DRS. C'est Adjafar vient de rappeler. Toufir, mandat d'arrêt contre Khalil, un homme fort du cercle présidentiel. Aujourd'hui, la situation se retourne et on a des généraux qui sont poursuivis. On parle même pas de Toufir qui a disparu en tous les cas formellement de la scène. Et ce sont des généraux qui sont poursuivis pour des faits de corruption. Est-ce que finalement, Chekib Khalil n'est pas, contrairement à ce que tu viens de dire, plus puissant que cela? Et est-ce que sa puissance ne vient pas de la redistribution? Alors ma question est précise. Est-ce qu'on peut pas imaginer que Chekib Khalil a partagé une partie du pactole pour obtenir une protection à Alger? Je pense que la chose a fonctionné différemment dans l'affaire Chekib Khalil, dans cet agent qui a été détourné. Je pense qu'on en a parlé ici au CPP. Chekib Khalil est soupçonné d'avoir acquis de l'argent de manière illégale, mais c'est pas le petit détournement pour le bien ou là pour acheter des maisons ou là. C'est un trésor de guerre que Chekib Khalil était chargé de constituer pour, on va dire, l'équipe de Bouteflika au sens large. Faut pas oublier. Il y a eu d'autres affaires qu'on a oubliées. Il y a un journal algérien qui a publié une information selon laquelle, par exemple, Bdjaoui, l'oncle Bdjaoui, a touché de l'argent sur l'histoire de l'autoroute. Donc là, c'est les détournements Ta'asqayet. Mais pour le cas Chekib Khalil, c'était le trésor de guerre. C'était le groupe qui voulait disposer de 200, 300, 500 millions de dollars en cas de coup dur. Dans de grosses histoires, tu as des petits poissons qui réussissent à avoir quelques miettes. Ça, c'est l'exemple Farid Bdjaoui. Il est chargé d'organiser cet argent-là. Il se sert au passage. Enfin, en gros, c'est un peu le fonctionnement de tout ça. Dans cette histoire, Chekib Khalil, l'accusation contre Chekib Khalil il y a 10 ans a été une erreur. Je mets le mot erreur entre guillemets. C'est-à-dire, il y a eu un dysfonctionnement. On ne savait pas ce que faisait exactement Chekib Khalil. Il est hors de question que Chekib Khalil ait pu toucher 100 millions, 200 millions de dollars sans que le président de Bouteflika ne soit au courant, sans que le DRS ne soit au courant. Ça, c'est totalement exclu. Le DRS a fini par le savoir. C'est pour ça qu'ils ont enquêté. Non, c'est avant. Chekib Khalil ne pouvait pas toucher une somme aussi importante sans en informer, comme disait un ministre, qui de droit. C'est pas possible. C'est impossible dans le fonctionnement de ce système. Donc, Chekib Khalil était un jalon, un élément qui a fait un boulot qu'on lui a demandé de faire, et ensuite il a demandé protection. Attendez là, c'est très excitant comme hypothèse et comme possibilité, effectivement, comme quoi on peut dire aussi des choses importantes qui ne viennent pas seulement de France dans le CPP. Oui, mais si peut-être je peux terminer, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Chekib Khalil était un élément de cette chaîne. Il a été sacrifié par erreur. Il a demandé protection, il a été reprotégé, mais faire de Chekib Khalil un candidat, oui, ça on est. Juste, ce qui me gêne, ce qui me gêne dans, je dis c'est séduisant, mais ce qui me gêne, c'est qu'on est un peu dans le cas Alain Juppé, RPR, c'est-à-dire les fausses factures. Il va tricher pour le compte du parti et lui il va, voilà. J'ai du mal à voir Chekib Khalil ne pas faire un enfant dans le dos à toute l'équipe toute l'équipe. J'ai dit, il se sert au passage. Mais fondamentalement, ces détournements, c'est pas des trucs Ta'asqayet,
C'est autre chose. C'est pas ce que des longs termes. Oui, à 10 secondes, Hassan. Ce qui pose problème pour le cas de juste sinon je vais rater mon un rappel. Quand Bouteflika est parti, on a dit qu'il a pris 10 milliards de dollars, il est revenu, il est président. C'est ce qui a été dit. J'étais trop jeune à l'époque. Mais c'est ce qui a été dit. C'est dans la presse. Attendez. Personne n'a dit ça. Le rapport de la Cour. Eh ben, c'est le cas de. Ça peut être le cas pour Cheikh Ibrahim. Ça peut être le cas pour Cheikh Ibrahim. Demain, on viendra nous dire que c'était faux. Le cas Khalil, ce n'est pas tant les commissions qui posaient problème pour l'appareil de l'État. C'était la politique énergétique qui était mise en place par Khalil. Et dans l'intérêt de qui posait problème à ceux qui contrôlaient le pays. Voilà. Alors moi j'ai envie de poser une question très précise à notre ami Akram Khrif. Si on va pas partir sans que tu parles, hein. Oui, tu peux. Je peux. Est-ce que Bernard Bajolé a pu parler sans parce que Abed dit Cheikh Ibrahim n'a pas pu détourner autant d'argent sans prévenir qui de droit. Est-ce que Bernard Bajolé peut parler sans prévenir ses anciennes tutelles de ce qu'il allait dire, d'une part, et d'autre part, est-ce que réellement il en sait plus que nous? Le micro, il faut le ramener. Je pense pas il a été patron de la DGSE jusqu'en 2017. Donc il a obligatoirement quelques années d'obligation de réserve sur son parcours. Donc j'ai de très gros doutes qu'il l'ait fait de manière indépendante et facilement. Donc autorisé. Je suis certain qu'il a dû formuler une demande d'autorisation. Il a dû faire lire son livre. Après, son livre a été lu ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dû recevoir son feu vert. Après, il était forcément mieux informé que nous tous. Il faut pas oublier qu'il a été à la fois ambassadeur de France à Alger, donc ayant accès à des relais à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur de l'Algérie qui pouvaient lui donner des informations de première main. Après, il a été patron de la DGSE, donc il avait entre les mains pratiquement la création d'informations et de fausses informations sur l'Algérie. Donc, oui, il était probablement mieux informé que nous. Tu peux dire que c'était l'un des hommes les mieux informés au monde sur l'Algérie. On peut le dire. Et donc, il faut prendre au sérieux quand il dit que la corruption a touché le cercle du président, le chef de l'État. Il faut le prendre au sérieux. Est-ce qu'il a une raison de balancer un fake news? Oui, il pourrait, bien sûr. Bien sûr qu'il pourrait, vu qu'il est dans une démarche où il a été autorisé, il pourrait faire partie de quelque chose. Donc, il faut tout lire. Il faut prendre en considération ce qui a été dit. Il faut confirmer ce qui n'a pas été prouvé. Mais sinon, les choses qui sont évidentes et prouvables, il faut les prendre en considération. Abed, ensuite Hassan. Abed, tu voulais dire? Vas-y Hassan. Une précision, c'est-à-dire Bernard Bajolé le livre écrit par Bajolé, c'est le livre du diplomate Bajolé. C'est-à-dire il a épuisé ses 4 années d'obligation de réserve. Il n'est plus diplomate depuis son dernier poste c'était en Afghanistan après Alger, mais il n'a pas écrit son livre en tant qu'ancien patron de la DGSE. C'est-à-dire il n'a pas du tout parlé de ça. Ça c'est sur les opérations classiques secret défense et tout. Il n'a pas évoqué tout ça. C'est-à-dire il n'est pas tenu, en tout cas, il n'a pas été soumis à une autorisation pour écrire ce livre. Ces 4 années d'obligation de réserve étant épuisées, il s'exprime en tant que diplomate sur son parcours, son expérience, son vécu. Monsieur, on ne peut pas séparer le diplomate quand même son statut. Dans les cas, il faut lire le livre. Je voulais les réactions d'Ammar et de Saïd sur ce qu'a dit. Je voulais les réactions d'Ammar et de Saïd sur ce qu'a déclaré Abd Sharif, Cheikh Ibrahim, qui n'a pas fait une opération juste d'enrichissement personnel, mais qui a travaillé pour réunir un trésor de guerre pour le clan présidentiel. Que vous en pensez quoi?
Je pense que c'est le cas, effectivement. Il ne peut pas repartir les mains vides. On sait très bien que Chakib Khalil a de grosses ambitions politiques. Et moi, je continue à croire sérieusement, au risque de paraître trop naïf, que Chakib Khalil a un avenir politique dans ce système. Si ce système se maintient, et je pense que ça va être le cas, je pense que Chakib Khalil va avoir un avenir politique. Notamment, il faut pas rire de ça. Non. Je le pense très sincèrement. C'est possible. Attendez. La fiduciaire, enfin, moi j'ai, attendez. C'est qui a mandat ou Chakib Khalil? Attendez, juste un mot, en un mot. Attendez. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que j'en parle parce que j'ai travaillé sur le sujet. 197 millions d'euros. C'est un peu comme les narcos, c'est difficile à réécouler, il faut un système de société écran avec implanté Virginie, etc. Tout le ruissellement, le retour vers les donneurs d'ordre, vers la famille Khalil, vers Chakib Khalil, a pris du temps. Et tous les montants ne sont pas revenus. Il y a du traçage. On sait par où c'est passé, les banques, l'épouse Arafat Khalil, le fils, etc. Khaldoun. Ruissellement et l'affaire Russell aussi. Donc, on peut penser qu'une partie est restée bloquée, qu'elle n'est pas revenue, qu'elle est encore sous la main de Farid Bjaoui et de sa boîte Partners. Parce que c'est difficile pour ne pas alarmer. D'autant que l'enquête s'est déclenchée assez rapidement. On rappelle pour nos amis auditeurs que l'enquête s'est déclenchée parce qu'on voulait vérifier qu'il n'y avait pas des rétrocommissions qui revenaient vers Saipem, vers l'Italie. C'est ça qui a été poursuivi. Et on a démontré, Varron, le président de Saipem, a été condamné. Donc, trésor de guerre, il est peut-être jamais arrivé en Algérie. Finalement, c'est toi qui parles le plus. Oui, non, mais c'est un peu gênant. Et non, dans ces histoires-là, pourquoi les pays européens se défendent dans ces cas de corruption? Ils se défendent parce qu'ils enquêtent sur leurs propres dirigeants pour vérifier qu'ils ne sont pas corrompus. Corrompre un dirigeant, c'est le mettre au service de la puissance du pays qui l'a corrompu. Donc, quand les Italiens mettent ces affaires en justice, c'est pour laver leur propre linge. Nous, ils s'en foutent. Et s'ils trouvent des éléments sur nous, ils vont les utiliser contre les gens qui sont chez nous et qui ont pris de l'argent. Ce n'est pas. On pouvait. Toi, tu connais une vieille histoire, Omar Yahya, etc. C'était l'une des rares fois où c'est l'Algérie qui a corrompu des gens de l'autre côté et qui a pu les utiliser. C'est magnifique si on pouvait avoir des services qui pouvaient faire ça. Dans le cas Khalil, c'est totalement l'inverse. On le laisse prendre la responsabilité de ce qu'il vient de dire. Je terminerai en disant deux choses. Chakib Khalil a de l'avenir politique. Je ne veux pas commenter ça. Je ne veux pas commenter non plus l'idée selon laquelle Bernard Bajolet serait un écrivain qui se découvre des talents de mémorialiste. Ça, je veux même pas en discuter. Juste sur le pour terminer, le trésor de guerre, c'est insignifiant par rapport à l'argent qui a été mis en circulation depuis le début des années 2000. 198 millions d'euros, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on connaît. Il y a sans doute $1 milliard. On peut pas dire ça. Non, je ne sais pas si vous réalisez 198 millions d'euros. C'est énorme. Je ne parle pas de la corruption ou de commission rétrocommission. Je parle de la somme de trésor l'idée de trésor de guerre. C'est insignifiant par rapport aux milliards de dollars qui étaient mis en circulation dans les projets, dans les contrats. Dans les contrats, c'est vraiment les Bouteflika n'avaient pas besoin de cette somme pour constituer un trésor de guerre pour j'en sais quel objectif. Il y avait tellement d'argent. Ça fait partie du trésor de guerre qu'on voulait constituer, qui devait s'élever peut-être à 2, 3, 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils ont mis en place une nouvelle classe ou caste d'hommes d'affaires qui peuvent mobiliser. Mais il faut de l'argent qui ne soit pas traçable. Mais non, mais c'est qui c'est l'argent qui n'est pas traçable, qui n'est pas traçable. Oui, si c'est l'argent qui sert de trésor de guerre, c'est l'argent de traçable. Qui sert de trésor de guerre. Mes amis, nous arrivons à la fin de ce café presse on n'en a pas politique. On n'a pas parlé quand même des retraités de l'armée. On n'a pas pu parler des retraités de l'armée. On va en dire un mot parce que c'était prévu qu'on en parle. Tu fais bien de le rappeler, Hassan. C'est quand même pas normal qu'on n'arrive pas à gérer ce dossier, Akram. Non, à la limite, je crois fort. D'ailleurs, je suis le seul à en parler depuis beaucoup de mois et quelques années même. Je pense que
il y a un besoin en Algérie, sachant que la population en a marre de descendre dans la rue et que l'armée en a marre de tirer sur les gens. Il y a besoin de grosses activités violentes dans la rue, et je pense que il y a manipulation pour emmener ces gens-là. La manipulation, c'est en n'ouvrant pas de dialogue avec eux. Oui, en refusant de dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas, juste rapidement en amont, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un problème du côté des retraités de l'ANP? On a l'impression qu'ils ne veulent pas, comme les résidents, dégager un leadership du mouvement. On a l'impression ils ont fait ça en 2013. Le leadership qui a été dégagé, qui a négocié, qui a obtenu gain de cause, a été dévoyé, et finalement les décrets qui avaient été pondus à l'époque pour répondre aux doléances des retraités n'ont jamais été exécutés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'exécute plus on n'exécute pas les décrets. Je vais vous donner un exemple. La semaine passée, ils ont été, alors que personne ne parlait d'eux et qu'ils étaient plusieurs milliers à Houch el-Makhri, ils avaient reçu un émissaire de l'armée qui a demandé à les recevoir. Eux ont dit qu'ils voulaient que quelqu'un se déplace à leur niveau et qu'il parle à tout le monde. Et qu'ils voulaient avoir... en fait, il y avait un besoin de consensus et de démocratie au sein de leur mouvement. Très bien. Ça pose, à mon avis, ça pose le vrai problème du pays, c'est celui de la représentation. Et aujourd'hui, le pays a besoin d'un pouvoir. J'ai même pas envie de dire légitime. Il y a besoin d'un pouvoir qui décide, qui trace des caps, qui dit vis-à-vis des anciens de l'armée, voilà ce qu'on va faire. On se donne 2-3 ans pour le faire. Vis-à-vis des résidents, voilà ce qu'on va faire. Il y a besoin d'un pouvoir et de prise de décision. Un pays ne peut pas fonctionner par la non-gestion. Merci beaucoup amis auditeurs. Mercredi prochain, nous serons le 3 octobre, nous reviendrons, je l'espère, en direct. Et le 3 octobre, nous ferons une émission qui sera très probablement totalement dédiée au 30e anniversaire des émeutes du 5 octobre 1988. Merci beaucoup à vous. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.